La voie des pentoses phosphates, donc une autre voie du métabolisme glucidique, c'est la voie que l'on appelle d'Otto Warburg, Frank Dickens, Bernard Horeker, des noms des personnes qui l'ont découverte. La production d'un pouvoir réducteur, c'est son objectif, sous forme de NADPH, utilisé notamment pour la biosynthèse des acides gras, du cholestérol, ainsi que pour la réduction du glutathion. Cette voie est également utilisée pour la production de pentose, en particulier le ribose 5-phosphate qui est utilisé pour la biosynthèse des coenzymes pyridiniques et flaviniques, du coenzyme A ainsi que pour la biosynthèse de nucléotides. La dernière utilisation de cette voie, c'est la production, la dernière finalité, on va dire, c'est la production d'érythrose 4-phosphate qui est un précurseur d'acide aminé aromatique. Alors cette voie est une alternative à la glycolyse, mais avec une finalité plus de synthèse que de dégradation. Elle existe chez les eucaryotes, a lieu en absence ou en présence d'oxygène et se déroule dans le cytoplasme chez la plupart des organismes. Cette voie est présente dans le cytosol, donc, je le répète, des cellules, des glandes mammaires, du tissu adipeux, du foie et du cortex surrénalien. C'est une voie qui est appelée la voie du phosphogluconate, donc phosphogluconate pathway, ou exose monophosphate shunt, que l'on appelle en français shunt des exoses monophosphates. Alors, la voie des pentoses est composée de deux phases. Une première voie oxydative qui est irréversible et une seconde voie non oxydative qui est réversible. C'est très important. La voie oxydative, elle aboutit à la formation du NADPH et la seconde voie non oxydative, elle permet la synthèse de ribose. Alors, la voie oxydative, c'est celle-là. Elle est constituée de 3 réactions successives et il y a production de 2 molécules de NADPH et perte d'un groupement carbone sous forme de CO2. Donc, on passe du glucose 6-phosphate, elle commence par le G6P, on obtient une lactone, une 6-phosphogluconolactone, donc l'enzyme, c'est la glucose 6-phosphate déshydrogénase parce que nous avons une réduction du coenzyme NADP en NADPH H+. Après, vous avez une hydrolyse, donc la 6-phosphogluconolactonase qui donne l'acide phosphogluconique, l'acide 6-phosphogluconique ou 6-phosphogluconate, donc ici, voilà, c'est un acide, fonction carboxylique, et une deuxième déshydrogénation, donc avec production de coenzymes réduits et libération d'un carbone, donc on passe de 6 carbones à 5 carbones pour aboutir au ribulose 5-phosphate. Donc la voie oxydative s'arrête à la formation de ribulose 5-phosphate. L'enzyme numéro 3, c'est la 6-phosphogluconate déshydrogénase. Alors, la glucose 6-phosphate déshydrogénase catalyse l'oxydation de la fonction aldéhyde portée par le carbone C1 pour former un acide carboxylique. Ensuite, évidemment, le NADP+ servant d'accepteur d'électrons, cette réaction est irréversible. Elle contrôle donc le flux de la voie des pentoses phosphates. Le NADPH est un inhibiteur compétitif de l'enzyme, qui est la glucose 6-phosphate déshydrogénase. La 6-phosphogluconolactonase hydrolyse la lactone, ouvre le cycle et donne le 6-phosphogluconate. Le 6-phosphogluconate ne reste pas longtemps et à intervention de la phosphogluconate déshydrogénase pour donner le ribulose 5-phosphate en même temps qu'il y a perte d'un carbone sous forme de CO2. En même temps, il y a production de NADPH. Alors, qu'est-ce que le NADPH?
Le NADPH est un dinucléotide. Voilà. Regardez, on a dit que le nucléotide dans les acides nucléiques, c'était l'association un nucléotide, c'est une base, un sucre et un acide phosphorique. Alors ici, c'est pareil, vous avez l'adénine, le ribose et l'acide phosphorique. Sauf qu'ici, le ribose, il est phosphorylé en position du prime. Ici, le NADH n'est pas phosphorylé, c'est les mêmes molécules. Un premier nucléotide avec l'acide, ici la base c'est la nicotinamide, ici c'est la nicotinamide, ici c'est de l'adénine, ici c'est de l'adénine. Donc, il s'agit d'un dinucléotide dans la mesure où la molécule est constituée d'un premier nucléotide dont la base nucléique est l'adénine. Voilà, la base nucléique adénine, NADPH, ok, et d'un autre nucléotide dont la base est le nicotinamide. Donc, le nicotinamide, c'est celui-là, nicotinamide, adénine, adénine ici, adénine dinucléotide. Donc, voilà. Le NADP existe sous une forme réduite NADPH et oxydé NADP+. Très semblable au NAD, il ne diffère de ce dernier que par la présence d'un groupement phosphate sur le second carbone du bêta-D-ribose du résidu d'adénosine. D'accord? Donc, le résidu, ici c'est l'adénosine. Alors, ici, regardez, il y a une phosphorylation. Ici, non. Le NADH n'est pas phosphorylé sur ce ribose qui est relié à l'adénine. Donc, c'est la seule différence. Le NAD est toujours phosphorylé par une kinase et déphosphorylé par une phosphatate. Toujours. Alors, le NADP, je le répète, va servir de transporteur d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction, le NADPH réducteur et le NADP+ oxydant. Plus spécifiquement, le NADPH va fournir du pouvoir réducteur dans la voie de biosynthèse du cholestérol et des acides gras, et également dans les réactions d'oxydoréduction destinées à protéger les cellules de la toxicité des dérivés réactifs de l'oxygène, en générant le glutathion réduit. Alors, je m'attarde un petit peu sur ça. Le NADPH est un coenzyme de la glutathion réductase. Je répète, le NADPH est un coenzyme de l'enzyme glutathion réductase. Donc, pour réduire le glutathion, nous avons besoin de l'enzyme associée au NADPH. Donc, avec le NADPH, nous arrivons à obtenir du glutathion réduit. Quel est le rôle de ce glutathion? Le glutathion, il empêche l'oxydation des cellules par l'oxygène, c'est-à-dire la destruction cellulaire par l'oxygène au cours du stress oxydatif. Alors, on empêche donc, par le biais de ce glutathion réduit, la destruction cellulaire. Pour que le glutathion puisse se faire et être réduit, il a besoin de ce NADPH. C'est une réaction en chaîne. D'accord? Donc, dans les réactions d'oxydoréduction destinées à protéger les cellules de la toxicité des dérivés réactifs de l'oxygène en régénérant le glutathion GSH. Donc, il est important d'avoir du NADP pour pouvoir avoir du NADPH pour avoir du glutathion réduit. Il est également impliqué dans la génération de radicaux libres. Donc, il intervient en stimulant, si vous voulez, en second lieu, par explosion oxydative des cellules du système immunitaire, ces globules blancs, donc, qui sont des polynucléaires neutrophiles ou des granulocytes neutrophiles dont le rôle est d'attaquer les bactéries
et donc les substances étrangères à l'organisme, alors lui, il va produire les radicaux libres qui vont associer, c'est-à-dire qui vont faire exploser et faire sortir ces agents infectieux, cette destruction d'agents infectieux en générant des radicaux libres et en explosant les cellules du système immunitaire. Donc, on se débarrasse de l'agent infectieux. Le NADPH est également impliqué comme réducteur par hydroxylation sur les cytochromes P450, des composés aromatiques, des stéroïdes, des alcools et des drogues. Voilà donc nicotine, amide, adénine, dinucléotide, phosphate. Nicotine, adénine, dinucléotide, phosphate. Alors N, A, D, P. Un groupe phosphoryle supplémentaire substitue l'hydrogène de l'hydroxyle situé en position 2' du ribose lié à l'adénine, donc une phosphorylation en 2' du nucléotide qui est lié à l'adénine. Alors, la G6P déshydrogénase, elle est régulée par la disponibilité du coenzyme NADP+. Puisque le NADPH qui est formé, il va être utilisé dans les voies réductrices. La concentration croissante de NADP+, va stimuler la voie des pentoses phosphates afin de reconstituer le stock de NADPH. Donc, le NADP+ croît, le stock de NADPH va croître également. Alors, quelles sont ces deux voies? Une voie irréversible, donc, qui va aboutir au ribulose 5-phosphate, intervient la deuxième fois qui est réversible. Et alors, regardez, du ribulose 5-phosphate, nous obtenons le ribose 5-phosphate, d'accord? Le ribose 5-phosphate et le xylulose 5-carbone, 5-carbone. Vous obtenez le cédohéptulose et le glycéraldéhyde 3-phosphate, 7 carbone, 3 carbone. À partir de 3 et 7, vous obtenez 6 et 4, fructose 6-phosphate et érythrose 4-phosphate. L'érythrose 4-phosphate avec le xylulose 5-phosphate, vous allez obtenir 9 carbone, vous allez obtenir fructose 6-phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate, donc 6 et 3, 9 carbone. Donc 9 carbone, 5 et 4, 9 carbone. Les enzymes. Alors, il faut savoir, bon, déjà, à partir du ribulose 5-phosphate, on obtient du ribose, et à partir du ribulose, on obtient du xylulose. Ça, ici, la 5, c'est une épimérase, la 5, c'est une isomérase. Regardez, le ribulose, isomérase, épimérase. Épimère, c'est 3. Donc, les réactions, évidemment, sont réversibles. D'ailleurs, j'écris ribulose ou ribose 5-phosphate isomérase, mais je peux écrire ribulose 5-phosphate isomérase ou ribose 5 épimérase. Donc, les deux enzymes vont dans les deux sens. Donc, ici, il n'y a pas de souci par rapport à la voie 4 et à la voie 5. Après la voie 6, nous avons une transcétolase. La voie 8, c'est une transcétolase. Et la 7, c'est une transaldolase. Alors, qu'est-ce que c'est que ces enzymes? Ce sont des enzymes qui vont transférer un certain nombre d'atomes de carbone. La transcétolase est responsable du transfert de 2 groupements carbone, alors que la transaldolase est responsable du transfert de 3 atomes de carbone. Alors, transcétolase, donc 5 carbone, 5 carbone, nous obtenons 7 carbone et 3 carbone. Donc vous voyez qu'il y a eu transfert de 2 atomes de carbone sur le xylulose et on a obtenu un cédohéptulose et un glycéraldéhyde avec donc 3 carbones. Après, à partir du 3 et de 7, qu'est-ce qu'on fait? On va transférer
ici sur le sur le glycéraldéhyde 3-phosphate, on va prendre ici 3 atomes de carbone du cédohéptulose, on va les transférer ici et on obtient du fructose 6-phosphate. Et le reste, ce sera de l'érythrose 4-phosphate. Après l'érythrose 4-phosphate et le xylulose, c'est le même principe. On transfère de carbone et on obtient, à partir du xylulose, on obtient du fructose 6-phosphate et du glycéraldéhyde 3-phosphate. D'accord? Donc, c'est des transferts d'un certain nombre d'atomes de carbone à partir, donc ici, érythrose, xylulose, 5-phosphate, ici 5-phosphate, donc ici 4-phosphate. Donc, on va transférer à partir de l'érythrose, on va prendre, on va prendre à partir du xylulose 2 atomes de carbone et on va les transférer ici pour former le fructose 6-phosphate. Voilà, et le reste ce sera du glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, la transaldolase, ce sont des réactions de transfert, on transfère les carbones. Donc, la transcétolase transfère un groupe de carbone. La transaldolase, elle va transférer 3 carbones. En fin de compte, pour ne pas trop rentrer dans les détails, C5 plus C5 donne C3 plus C7. Donc, vous avez vu. Je reprends un petit peu. C5 plus C5 donne C3 plus C7. C3 plus C7 donne C4 plus C6. Donc, on est à 10. Et puis, enfin, 4 plus 5, ça fait 9, donne 6 plus 3, ça fait 9. Donc, 6 plus 3, 4 plus 5, donc le bilan global, 3C5, 2C6, plus 1, C3. Donc, évidemment, les C7 sont éliminés de part et d'autre. Donc, il reste 1 C3, 2 C3, 3 C3. Les deux sont éliminés, il reste un C3, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Les C6, c'est le fructose 6-phosphate. Les 3 C5, ce sont les 3 atomes, les 3 molécules de sucre à 5 carbone. Alors, la régulation de la voie des pentoses phosphates, elle va se faire en fonction des besoins cellulaires. Lorsqu'il y a une quantité plus importante de ribose 5-phosphate que de NADA, DPH, lorsqu'elle est plus importante, on en a besoin. Alors, qu'est-ce qui va se... Par exemple, lorsque les cellules sont en division, la transcétolase et la transaldolase vont former le ribose 5-phosphate à partir du F6P et du glycéraldéhyde 3-phosphate. Ces réactions fonctionnant dans le sens inverse. Donc, c'est comme ça. On forme du ribose 5-phosphate dans le sens à partir du glycéraldéhyde 3-phosphate et du fructose 6-phosphate. Maintenant, je vous ai dit, c'est toujours en fonction des besoins cellulaires. Lorsque une quantité plus importante de NADPH est nécessaire, alors qu'est-ce qui se passe? Le glycéraldéhyde 3-phosphate et le F6P sont convertis en G6P par la néoglucogenèse, vous le savez. On peut passer la néoglucogenèse, on forme le G6P. Donc, une fois que le G6P est obtenu, on va former le NADPH en passant par la voie oxydative. La deuxième façon, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate et le fructose 6-phosphate vont passer par la glycolyse et former le pyruvate. Le pyruvate va synthétiser l'ATP et l'ATP va produire aussi du NADPH. Donc, la néoglucogenèse ou la glycolyse vont aboutir, quel que soit le cas, à la production de NADPH. Maintenant, quand les besoins en ribose 5-phosphate sont nécessaires, quand ils sont équilibrés, on va privilégier la voie oxydative des pentoses phosphates. Le ribose 1-phosphate généré lors du catabolisme, il faut le savoir, lorsqu'il y a destruction des nucléosides,
Alors, ce ribose 5-phosphate, il est converti en ribose 5-phosphate. Le 1-phosphate transformé en ribose 5-phosphate et la voie des pentose-phosphates sera le point d'entrée de la glycolyse. D'accord? Voilà. Pardon, c'est ça le plus important. Il faut juste que je vous parle d'un dernier détail, c'est le déficit en G6PD. Le déficit en G6PD, encore appelé favisme, est une anémie, qui est très présente chez les Noirs. Alors, les Noirs africains, ils développent cette pathologie qui est donc une anémie hémolytique, c'est-à-dire destruction des globules rouges. Et pourquoi? Parce que quand il y a un déficit, c'est-à-dire il y a des personnes qui n'ont pas l'enzyme G6PD, glucose 6-phosphate déshydrogénase. Cette glucose 6-phosphate déshydrogénase, rappelez-vous, elle entraîne la production de NADPH au départ. Quand il n'y a pas de NADPH, nous avons beaucoup de conséquences. Alors, c'est une affection génétique liée au sexe parce qu'elle est portée sur le chromosome sexuel X. Donc, transmis par les mères, il atteint ce déficit essentiellement les garçons. C'est-à-dire que sur le plan phénotypique, comme elle est portée sur le chromosome X, et le garçon a un chromosome X et un chromosome Y, donc la maladie va tout de suite apparaître chez le garçon. Par contre, chez les mères, les filles, ce sera des personnes moins atteintes que les garçons. Alors, les globules rouges normaux contiennent un système qui les protège contre les agressions oxydantes et l'enzyme G6PD est un maillon essentiel de ce système. Je vous ai dit que c'est le glutathion réduit qui va permettre la protection de ces globules rouges contre les agressions oxydatives du globule rouge. Quand le NADPH n'est plus là, il n'y a plus de glutathion réduit et les globules rouges éclatent. Donc la fabrication de ce glutathion réduit exige une cascade de réactions qui débute par l'action de la G6PD. Si cette enzyme manque partiellement dans les globules rouges, la cascade de réactions ne peut pas avoir lieu et l'oxydation donc des globules rouges risque de provoquer l'éclatement des globules rouges qui peut être dans certains cas très grave et exceptionnellement cependant mortel en l'absence de traitement d'urgence. Donc, je répète qu'elle est présente chez les garçons. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse. C'est une anémie hémolytique. Je tenais à en parler. On l'appelle le favisme aussi. Le favisme, quand on prend beaucoup de fèves, on provoque, on provoque l'oxydation, si vous voulez, l'attaque des globules rouges par les fèves et comme l'enzyme manque, il n'y a pas de protection de ces globules rouges et l'anémie apparaît. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.